Vous écoutez Tech Café, votre rendez-vous sur l'actualité des nouvelles technologies. Nous sommes le 14 novembre 2023 et c'est l'épisode 342. Alors il faut qu'on vous parle de demain ou peut-être d'après-demain et en particulier il faut qu'on vous parle de cet appareil que la société Human veut remplacer. Elle veut remplacer notre smartphone par ce badge intelligent. On l'avait déjà un petit peu évoqué dans de précédents épisodes, mais on va revenir dessus parce que ça a été annoncé en bonne et due forme, ou presque. Alors il y en a quelques-uns qui s'en moquent, d'autres qui l'attendent, et nous on va essayer de se poser sérieusement la question de ce qu'on peut en penser. Alors évidemment c'est un sujet parmi tous les autres sujets matériels qu'on va aborder, et puis on a aussi des nouveautés dans le domaine du légal, des procès avec des pratiques d'Amazon pour des produits Apple au moins dérangeantes, hein, sinon discutables, ou encore le procès et Google contre Epic, mais ce ne sont que des exemples bien entendu. Je suis Guillaume Vendée, podcasteur technophile enthousiaste, et je retrouve le responsable du conducteur de cet épisode, c'est Guillaume Poggiaspala. Salut Guillaume, et comment vas-tu ? Écoute ça, très bien, ouais, on va essayer d'en parler sans trop se moquer en premier. Ah non, en premier rien en fait. J'ai discuté, pardon, ne m'en voulez pas, je tout saute un petit peu. J'ai échangé un tout petit peu avec Jean-Philippe Ancos, que le monde du podcast connaît bien, et d'ailleurs le monde des startups et de la tech connaît bien, qui a fait un petit retour sur LinkedIn sur un produit qu'il avait kickstarté qui ressemble diablement à cet appareil. On va en reparler tout à l'heure. En attendant, je voudrais dérouler le tapis rouge une fois de plus aux personnes qui ont accepté d'aller à l'adresse patreon.com/techcafé et qui ont choisi de contribuer pour quelques euros, peut-être pour quelques mois, le plus longtemps possible, en tout cas je l'espère, au financement de Tech Café. Donc je vais citer Zadkiel, Fabrice Bonnier, Johan Alain, Jean-Jacques Gazot, Hervé Langlois, en fait ça s'écrit SGJL, donc Gilles, voilà. Et d'ailleurs, qui en a profité pour dire bonjour, avec cet abonnement, j'ai l'impression de payer WinRAR. Ça fait 30 ans que je me le dis. Merci aux deux Guillaume pour vos émissions, mais je payerai WinRAR un autre jour, peut-être demain. Merci également donc pour clôturer à Oreo et à Claude Girel. Alors évidemment, vous l'avez compris, si vous aimez le contenu du podcast et si vous souhaitez nous aider à continuer à produire des épisodes de la plus grande qualité qui soit, je vous encourage à venir faire comme eux et à venir nous soutenir sur Patreon. Et puis, vous contribuez à remplacer peut-être en ce faisant ceux qui ont choisi de se désabonner, parce que vous l'avez compris tout à l'heure, ce soutien est sans engagement. Pour quelques euros par mois, vous continuez à bénéficier d'un contenu de qualité qui a été travaillé, qui a été confronté et qui vous permet surtout de nourrir votre veille sur les nouvelles technologies. Et puis, vous le savez, le principe du podcast, c'est un peu sa valeur ajoutée, c'est que vous pouvez le consulter durant tous les temps morts de votre journée. Avec la guerre de l'attention qui nous assomme, c'est idéal d'avoir cette petite fenêtre de respiration où on peut consulter du contenu tout en faisant des choses comme le ménage, les courses, les déplacements. Et en plus, on l'espère, on espère en tout cas de tout cœur que c'est le cas, que vous percevez le ton agréable et divertissant qui se doit. Rendez-vous sur patreon.com/techcafé. Guillaume, je n'ai pas un avis Apple Podcast à citer, j'en ai deux, plus exactement un avis et l'actualisation d'un avis. Alors le premier avis, c'est Diode The Paradise qui a déposé un avis, qui a dit un podcast vraiment agréable, il fait partie de la longue liste des podcasts tech que j'écoute quand je peux. Le télétravail ayant réduit à quasiment néant mes trajets boulot, il est maintenant pratiquement le seul que j'écoute. Waouh. J'aime beaucoup la vulgarisation de Guillaume, haha, sur les sujets IA et le rythme et le sourire qu'apporte Guillaume, qui donne la réplique à Guillaume donc bon, il a bien compris que c'était un duo de Guillaume, merci beaucoup à lui. Et puis l'actualisation, c'est un avis de Max the Dozer, que vous connaissez probablement si vous fréquentez le serveur Discord de Tech Café, qu'il l'a actualisé le 31 octobre dernier, et il met « C'est l'Halloween !» Et maintenant, depuis plusieurs années, j'écoute... et maintenant, plusieurs années d'écoute de Tech Café. C'est très objectivement le best in class des podcasts tech francophones. La synergie des deux Guillaume, les sujets, la vulgarisation et la veille sont impressionnants. Le travail derrière chaque émission est remarquable, et en l'écoutant, vous aurez un panel idéal de la veille tech de la semaine. Est-ce que quelqu'un a trouvé l'option pour mettre 6 étoiles ? Demande
demande-t-il. Bravo les gars. Et toi, oui, toi l'auditeur, pense à Patreon. Merci beaucoup Max The Dozer d'avoir déposé cet avis. Et puis vous l'avez compris, il y a donc un serveur Discord, techcafé.fr Discord, techcafé.fr/Discord, où vous pouvez discuter entre vous et avec nous. Je me rends compte, Guillaume, que dans cette intro, j'ai énormément savonné. Est-ce parce que j'ai passé trop de temps dans le collège de mon fils durant les réunions parents-professeurs qui m'ont occupé durant cette fin de journée? Peut-être, je sais pas. Mais bon, ils m'ont pas traumatisé, donc tout va bien. Guillaume, sans autre forme de procès, on va donc pouvoir parler d'appareils. Alors, tu disais tout à l'heure qu'on allait peut-être pas trop se moquer, on va essayer en tout cas. Il faut qu'on revienne sur cet appareil qui a déjà été mentionné. En fait, on en a même parlé il y a pas longtemps dans le cadre d'un défilé de mode, puisque c'est là qu'il avait été présenté. Peut-être qu'on pourrait dire que ça en dit long. Il s'agit d'un petit appareil, je décris juste visuellement et puis après je te laisse la main, mais c'est une espèce de petit visuel un peu de la taille d'un micro-boîtier AirPod que vous pouvez accrocher et aimanter à votre vêtement et qui est là devant vous, hein, avec sa petite caméra, son petit voyant jaune, il est blanc, il est accompagné de plusieurs accessoires parmi lesquels une petite batterie au dos pour lui augmenter son autonomie. Bon, Guillaume, qu'est-ce que c'est que ce truc qui est présenté par, en partie, les constructeurs derrière la société, mais aussi par la presse, hein, tech, il faut le dire, comme étant un peut-être relais de nos smartphones? Oui, qu'est-ce que c'est que ce truc? Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'on l'avait évoqué presque en mode rumeur dans un supplément. Mais ça y est, le pins de Human Technology était officiellement dévoilé. Et c'est un pins, c'est vraiment un pins, hein, comme en 95. Son nom, c'est le Human Pin. Human AI Pin, bien sûr. Et c'est franchement pas le seul aspect résolument rétro finalement de cet appareil, donc ce truc se présente effectivement hein, comme le remplaçant du smartphone. Et là, très honnêtement, je suis partagé. Bon, d'un côté, je suis tout simplement mort de rire, et d'un autre, je me dis que effectivement, ça peut être un appareil super pour les malvoyants. Il n'est pas prévu pour eux, clairement. Malheureusement, c'est dommage, hein, mais peut-être qu'il pourrait quand même largement leur faciliter la vie. Après... Bon, ce truc, pour les autres, a strictement zéro intérêt. Alors je m'avance un petit peu... Mais bon, c'est vrai que c'est quand même un appareil révolutionnaire qui est tout droit arrivé du futur de 2008, quoi. Hein. Ce truc est relativement conforme à ce qu'on avait décrit la dernière fois. Hein. Même, voilà, on l'avait à peine entrevu, mais enfin c'est ça, c'est un petit badge qui doit être porté sur son torse, hein, puisqu'il faut que la caméra et le projecteur laser voient tout ce que t'as devant toi. Donc il a un micro, un haut-parleur, une bande LED sur le dessus avec des codes couleurs, c'est tout léger. Et c'est tout petit, c'est autonome, totalement autonome, avec 4 Go de RAM, dedans il y a un Snapdragon 8 cœurs. Bon, c'est un appareil qui n'a donc quasi pas d'interface, hein, autre que la voix et la caméra. Donc il est directement interfacé avec une instance de GPT Vision qui répond à ce que vous lui demandez. Donc il a accès à vos données, accès à vos mails, il peut agir pour vous en achetant ce que vous lui montrez, par exemple, etc., etc. Bon, c'est une sorte de super assistant vocal, comme une sorte de super Alexa, mais qu'on amène en balade, quoi. Hein, donc un ordinateur qui devient transparent et qui donc ringardise toutes les autres machines, hein, puisque tout est accessible de manière naturelle. La seule manière de faire mieux, c'est d'avoir un secrétaire particulier en esclavage. Hein, et c'est vrai que ça coûte plus de $24 par mois, qui est quand même le prix de l'abonnement obligatoire qu'il faut souscrire pour avoir le pins. Le pins lui-même coûtant $700. Bon, c'est moins cher qu'un sous-traitant philippin, c'est dire. Bon, ça, c'est ce que les créateurs voudraient qu'on pense. En réalité, c'est pas tout à fait pareil. Parce que, y a un peu rien qui va, concrètement, quand même. Hein. À chaque étape de cette description, peut-être que vous êtes déjà probablement posé des questions si vous êtes imaginé en l'utilisant. On va immédiatement parler de l'éléphant dans la pièce, hein, comme disaient les anglo-saxons. Ce truc est censé remplacer le smartphone alors qu'il n'a pas d'écran. Alors techniquement, il a un projecteur laser, mais c'est un projecteur laser monochrome qui est en résolution 720p et puis qui peut afficher qu'une interface minimale qui est grosso modo ce qu'on aurait sur... non, ça ferait honte à une smartwatch en fait. C'est vraiment en deçà de ce qu'on pourrait avoir sur une smartwatch. Donc il y a des icônes simples, du texte, il y a le texte de SMS, quoi, mais au-delà de quelques lignes, quoi, il n'y a plus personne. Donc c'est un projecteur qui est censé envoyer une image sur votre main, donc en plus il faut pas s'attendre à vraiment une très bonne qualité, hein, c'est projeté sur la main, donc c'est flou, c'est ondulé, donc par principe, de toute façon, c'est une image de merde. Et pour couronner le tout, premier point pragmatique, c'est quand même un laser de classe 2. Un laser de classe 2 que t'envoies devant toi, et qui donc peut parfaitement éblouir des gens, si jamais tu mets pas ta main ou tu mets imparfaitement ta main devant. Devant, si tu le caches pas complètement, voilà, tu peux, en gros, tu peux éblouir quelqu'un. Cramer la rétine des enfants. Et c'est vrai que, voilà, au moins un bon vieux téléphone, ça crame pas les yeux des minots qui sont en face de toi, quoi. Donc, c'est déjà ça. Deuxième point pragmatique dans le même style, socialement, pointer une caméra vers les gens en permanence, parce que c'est ça qui se passe, hein, ça passe très mal. Donc, y a une petite lumière qui s'allume pour dire si ça tourne ou pas, mais bon, pointer une caméra sur les gens, c'est pas bon, ça va pas.
Bon, le plus évident, c'est comment est-ce qu'on peut en 2023, alors que la photo et la vidéo sont des usages cardinaux des smartphones, proposer un remplaçant qui n'a pas d'écran, qui peut même pas afficher une photo en face d'un article de presse. Tu vas sur Le Monde, tu regardes les photos des reportages, là tu peux même pas faire ça, tu peux pas afficher un pauvre Candy Crush. Bon, autre indice que les créateurs de Human AI ont sans doute passé les 15 dernières années dans un congélateur à sucer des croustibat, le Pint ne propose pas d'application, il ne supporte pas d'application, il n'y a pas de magasin, et surtout c'est pas du tout une option. Ils disent on ne fait pas d'app, c'est une feature, ils en sont fiers. Tout passe par un portail unique qui s'appelle Dot Center, et qui centralise les services et s'interface à vos données. Donc ça veut dire que si vous écoutez de la musique, ça passe forcément par un service qui est explicitement supporté par Human. Et là, en l'occurrence, c'est Tidal. Si vous n'êtes pas abonné chez Tidal, tant pis pour vous. Donc si vous voulez que l'IA passe en revue vos emails, il va falloir que vous soyez chez un service qui est supporté par Human aussi, par exemple. Donc on est en 2007, voilà, l'époque où l'App Store n'existait pas. Ok. Point pragmatique numéro 3, je crois, ce truc semble être une espèce d'hérésie ergonomique en réalité, si on y réfléchit 2 minutes. Il n'y a pas d'écran, donc il n'y a pas d'écran, mais il y a 6 codes couleurs de LED sur le dessus. Il y en a 5 sur l'avant aussi, donc ça veut dire qu'il y a 11 codes couleurs différents à apprendre. En plus, il y a 5 gestes, en plus de l'appui sur un bouton pour enclencher l'écoute, il y a 5 gestes à retenir aussi, donc c'est pas si simple que ça finalement. Et puis effectivement, le truc n'écoute pas en permanence, donc il faut appuyer sur un bouton quand on veut interagir. Donc en fait, c'est long et chiant en vrai. Déjà, il faut parler tout le temps. C'est pas du tout pratique, ni en public, ni à la maison. Il faut parler tout le temps, parce que sinon, il fait rien. Et puis, c'est long. Imagine, tu veux savoir s'il fait beau. Bon. T'appuies sur le bouton, tu dis, est-ce qu'il fera beau cet après-midi à Guingamp? Après, tu attends que ça mouline chez OpenAI, c'est pas du tout instantané. Après, le truc te répond, cet après-midi, à Guingamp, il fera quelques averses légères entre 13h et 14h, plus quelques éclaircies et du vent en fin d'après-midi. Super. Avec un téléphone, tu fais 3 gestes et t'as la réponse en 4 secondes. Et là, tu emmerdes tout le monde autour de toi à parler tout seul pour aller 3 fois moins vite qu'avec un smartphone normal. Et tout est comme ça. Tu cherches une adresse, il peut pas te montrer de carte, donc il va tout te décrire. Tu veux connaître le prix d'un livre en ligne, tu fais comment? Il va te décrire tous les prix de tous les magasins en haute voix. Ça va prendre 3 minutes, alors que ça prend 2 secondes avec un écran. Le pire de tout, c'est que même la démo de l'appareil, une petite vidéo qui fait, 6-10 minutes, où ils montrent un petit peu leur truc. Bon, je veux dire, la démo, normalement, c'est évidemment, c'est le cas idéal, c'est le cas idéal, tu vois. Et là, même dans la démo, c'est pareil, c'est vraiment comme ça. C'est assez pathétique. À un moment, le créateur du produit, le mec, voilà, je pense que c'est le créateur du produit, et donc, en gros, il demande où sera la prochaine éclipse, et où elle sera visible. Et là, il a le temps d'expliquer ce qui se passe avant que le machin ne lui réponde. Donc il a le temps de dire, ça part dans le cloud, GPT-4 en mouline et cherche sur le web, et blablabla, pendant que ça se passe, avant que la réponse arrive. Alors qu'avec Google, ça arrive juste instantanément la réponse, et puis t'as une carte en prime. Donc la démo est assez lunaire de base. À un moment, il montre un bouquin, il demande combien ça coûte en ligne. Le machin répond $28. Et le gars dit, oh super, achète. Attends, il n'y a pas eu de confirmation, que dalle. Aucune info, rien. $28 où? Comment? C'est neuf, c'est d'occasion, c'est quelle édition? Est-ce que t'es même sûr que le machin a reconnu le bon livre? Est-ce que t'es sûr qu'il a reconnu un livre? Je veux dire, mystère, c'est magique. Ça se trouve, 2 jours plus tard, t'as une boîte de caramel dans ta boîte aux lettres, tu sais pas d'où ça sort, quoi. Je veux dire, je sais pas. Et puis, quand tu veux prendre une photo, tu peux prendre des photos avec, il y a une caméra, effectivement, tu peux prendre des photos. Tu fais tap-tap dessus, ça prend une photo. Ok, et tu la vois où? Tu la vois pas. Donc, comment tu fais le cadrage, tu vois? Genre, le cadrage, OSEF, on s'en fout. Et la photo, tu la vois quand tu viens de prendre? Tu la vois sur Internet le soir, ou sur ton téléphone. Bon, je vais m'arrêter là, vous avez compris ce que je pense, on pourrait parler du prix aussi, parce que bon, qu'est-ce qui justifie $700? $700, c'est le prix d'un smartphone haut de gamme, alors que c'est une machine minuscule, qui a 4 Go de RAM et qui a pas d'écran. Les $24 d'abonnement, bon, ça inclut le forfait téléphonique, donc je vais pas trop en parler, parce que finalement, c'est à la fois, c'est un côté positif, et c'est aussi une autre hérésie, parce que ça sous-entend bien que t'es censé remplacer ton smartphone par ce truc, parce que sinon t'as 2 abonnements. Donc, si c'est le cas, et que tu remplaces ton smartphone par le truc, $24, c'est pas forcément exagéré, puisque t'as la téléphonie, les données, et puis t'as l'accès à GPT-4, bon, pourquoi pas. Sauf que, qui va remplacer totalement un téléphone par un appareil qui fait beaucoup moins de choses? C'est le principal problème du PIN. Tout ce qu'il fait, un smartphone peut le faire en mieux. Une smartwatch peut le faire en mieux. Si le PIN s'était proposé comme un smart machin à 200 balles à connecter à son téléphone, à la limite, pourquoi pas? Bon,
Bon, mais pourquoi pas? Là, son positionnement comme remplaçant du téléphone est parfaitement absurde. Alors c'est marrant parce que c'est vraiment un appareil, c'est vraiment un gadget de science-fiction, mais de science-fiction rétro, parce que ça se rapproche énormément de ce que portait Joaquin Phoenix dans le film Her. Mais c'est vraiment ça en fait, hein. C'est vraiment un petit truc, un petit badge que tu mets à ta chemise, voilà, et qui filme. Bon. Mais le truc c'est que Her, il était tourné en 2013, il a été écrit en 2012, sans doute, hein, vers 2012, et 2012 c'est l'époque du Galaxy S3. Donc ce pin, c'est à bien des égards rétro-futuriste. Depuis, avec les téléphones, maintenant tu tournes des conférences de presse en 4K HDR, par exemple, avec des téléphones. Tu fais des tournois d'e-sport, tu fais tourner des générateurs d'images et des chatbots en local, tu vois, puis on passe des heures à regarder des chats pendus à des lustres sur des smartphones. Donc je pense pas qu'un appareil qui offre même pas 10% des fonctions d'un smartphone puisse jamais espérer le remplacer. Ça, c'est vraiment un truc que je comprends pas bien. J'ai plusieurs remarques parce que on sent à ta chronique et à ta description de ce produit l'amour que tu portes pour cet appareil et pour le coup, enfin vraiment, je suis totalement dans la lignée. Il y a quelques points, j'irais peut-être même un cran plus loin, c'est que tu parles d'un usage pour les malvoyants. Ou les non-voyants. Alors, et de fait, même ça, je n'y crois pas. Parce qu'en fait, les malvoyants et les non-voyants aujourd'hui se servent de la surface du smartphone pour interagir. Je veux dire, ils ont des gestes sur le smartphone qui leur permettent d'avoir beaucoup d'interactivité. Pendant très longtemps, iOS a été un fer de lance pour les personnes en situation de malvoyance. Maintenant, même Android parvient à avoir des résultats hyper satisfaisants et il faut voir des malvoyants utiliser leur smartphone et ils se servent de cette surface qu'ils ont entre les mains avec laquelle ils ont des interactions, avec laquelle quand ils passent leurs doigts et quand ils interagissent avec les éléments qui s'affichent à l'écran, s'affichent entre guillemets pour eux, mais il y a vraiment une utilité. Là, il y a même pas ça finalement. Donc même pour ces personnes dans ces situations de handicap là, j'ai pas l'impression que ce soit une plus-value finalement. Donc bon, même pas là-dessus. Un deuxième point, donc comme je vous disais, je rebondissais, il y a Jean-Philippe Ancos qui a publié sur LinkedIn, je vous cite son post. En avril 2014, j'ai backé sur Kickstarter le projet Mimoto, ex-narrative. J'aime bien les Kickstarter parce que ça permet de comprendre les défis technologiques et tester des produits de science-fiction. Le storytelling était top. Et puis il met les liens évidemment. J'ai l'impression que tous les experts qui parlent de Human AI Pin ont oublié ce type de projet très très proche. Pour avoir testé le premier, je n'y crois pas, car il manque énormément de travail en termes d'UX, très loin des fantasmes marketing, et je ne parle même pas de relous ignorants bien pensants qui vont crier au glass hole. Par contre, le module laser ink display est super intéressant, j'en cherchais justement il y a quelques semaines, constatant que toute boîte proposant des microprojecteurs laser avait pivoté, alors qu'il y a des choses très cool à faire, une de mes recherches au CES 2024 mentionne-t-il. Donc effectivement, il y a peut-être des éléments qui sont proposés dans le Human AI Pin qui peuvent être intéressants, mais en soi, le produit est un non-sens. Alors, je connaissais pas le Mimoto, je vois pas. Par contre, clairement, l'idée générale de faire un truc qui soit alternatif au smartphone et qui passe par une interface plus... Alors, on en arrive là-dessus. On arrive sur Sixth Sense. Sixth Sense, donc sixième sens, c'était un vieux, ça doit avoir plus de 10 ans, hein, ça doit avoir un vieux projet comme ça, de je sais plus quelle université, où t'avais un pendentif, et ce pendentif, en fait, il y avait un projecteur, c'était pas un projecteur laser à l'époque, c'était un pico-projecteur, quoi, et ce pico-projecteur, en fait, effectivement, tu mettais ta main devant, il t'affichait les trucs. Et puis t'avais aussi une caméra, et tu faisais des gestes, et voilà, tout passait par les gestes, voilà, ça ressemblait vraiment pas mal. Il y avait aussi une interface vocale, alors évidemment, il n'y avait pas ChatGPT à l'époque, ni rien, mais si tu veux, il y a eu des expérimentations de ce genre de trucs. Bon, il y a 10 ans, Sixth Sense, ça paraissait peut-être un petit peu plus probablement d'ailleurs, ça paraissait un petit peu futuriste, tout ça, on ne sait pas trop. Bon, maintenant, avec les usages qui ont évolué, technologies qui ont beaucoup, qui ont beaucoup mûri, bon, proposer ça comme un appareil qui soit un appareil indépendant, c'est vraiment bizarre. Enfin, je comprends même pas tellement la logique en réalité. Oui, d'autant qu'en termes d'adoption, tu peux d'abord le rendre dépendant de ton smartphone et t'affranchir de beaucoup de contraintes pour après peut-être faire évoluer à très long terme les choses. Finalement, peut-être pour conclure sur ce sujet sur lequel je pense, on passe tous beaucoup trop de temps, mais malgré tout, il y a des choses à en dire, donc on en profite. La dernière chose que je voudrais aborder à propos de cette présentation, Guillaume, c'est le désir qui peut être perçu de la part des technophiles que nous sommes, enfin peut-être pas nous tous les deux, mais des technophiles qui en parlent, et de la presse, et de manière générale de l'industrie, qui se posent les questions de l'après-smartphone. Finalement, est-ce que l'aveu de présentation de ce produit n'est pas tout simplement que
on en a marre de dépendre de ce smartphone, mais pour autant, on se rend bien compte de tous les usages, de tous les avantages que ça a apporté, et qu'on aimerait bien, dans un monde idéal, s'en débarrasser, mais qu'on n'a pas trouvé d'alternative, qu'on n'en trouvera peut-être pas de sitôt. Ça témoigne aussi de notre envie de nouveauté et de notre envie d'être les premiers à découvrir le next big thing, comme disent les technophiles anglophones. Et du coup, je trouve que ça en dit plus sur notre rapport à la société, à la technologie, qu'une véritable innovation, quoi. Mais bon, j'ai pas l'impression que ce sera en tout cas le successeur du smartphone qui le remplacera de sitôt. Dites-nous si vous n'êtes pas d'accord et si vous pensez qu'on se trompe, évidemment. Est-ce qu'on passe à la suite, Guillaume, des appareillages? Bien sûr, écoute, on a fait le tour du pin. Surtout qu'il y a d'autres choses à dire. Il y a Samsung, en tout cas, qui a présenté, ça a pas mal de temps maintenant, ce qui voulait être un concurrent de Google et de Siri pour ses smartphones. Ça s'appelle toujours d'ailleurs Bixby, mais ils pensent eux aussi au successeur de Bixby. Il était temps de se mettre à jour, Guillaume. De toute façon, oui, c'est certain que les assistants, pour le coup, c'est la mode et il va y en avoir un peu partout. Tous les constructeurs nous vendent depuis 10 ans des assistants, qui étaient avec la technologie de l'époque. Là, ils vont faire un retour en force en version générative, et peut-être même encore mieux, et directement intégré dans le téléphone, donc en local, tout ça. Parce que c'est encore un autre argument contre le pins de Human. Tout passe par le cloud avec ce pins. Tout. Et ce truc n'est bon à rien sans une connexion internet, voire une connexion cellulaire, puisqu'en fait tout passe par le forfait intégré à $24. Donc même si vous êtes dans une maison en zone blanche, mais qui a la fibre, vous pouvez caler un meuble avec, quoi, mais son utilité s'arrête là. Donc rassurez-vous, je vais pas passer tout l'épisode à bitcher sur Human, mais justement Samsung annonce l'intégration dans ses futurs Galaxy S24 d'un nouvel assistant IA, qui va s'appeler Goss, et qui sera exécuté en local. Alors Goss comme Carl Friedrich Goss, le mathématicien. Goss devrait être capable de générer du texte, des images aussi. Il pourrait même aider à coder et à résumer les emails, donc il y a dans le téléphone. Il pourrait même faire de la traduction simultanée des appels téléphoniques. Donc ça, c'est quand même vraiment intéressant. Si tu appelles quelqu'un, au chinois, il pourrait. C'est à voir sur pièce, mais c'est vraiment une belle promesse. Donc Goss sera accéléré par les NPU intégrés dans les processeurs des futurs smartphones, et donc ne nécessitera pas de connexion et pas de transfert de données. Et c'est ça le futur, le vrai futur crédible, c'est que les fonctions IA intègrent les téléphones, les appareils et les services qu'on utilise déjà, qu'elles optimisent pour pouvoir s'exécuter sans cloud en plus, c'est-à-dire en local, pour économiser de la bande passante, votre forfait éventuellement, de l'énergie dans les data centers, et qu'elles puissent utiliser vos données in situ, sans faire tout transiter sur la serveur d'OpenAI et sans échanger des données qui peuvent être sensibles. Pas comme le Pin the Human qui vous fait payer 700 balles, un appareil qui délègue tous ses calculs à des data centers américains. Pardon, j'ai dit que je bitcherais plus, j'ai menti, désolé. On ne sait pas encore vraiment plus sur Goss, cela dit, on n'a pas de démo, on a juste un communiqué de presse. On parle d'une sortie mi-janvier avec les S24, bien sûr, il faudra que les promesses soient tenues, mais bon, même si ce Goss est décevant, tu sais bien, il suffit d'en faire un autre. Évidemment. Il suffira d'en enchaîner d'autres, pourquoi pas. À voir ce que ça donnera. On va continuer avec d'autres appareils, mais plus gros cette fois-ci, Guillaume, qui se veulent être autonomes. Ce sont les voitures autonomes. Et il y a du nouveau pour Cruise, les robots taxis qui circulent en partie aux États-Unis, peut-être pas pour très longtemps, Guillaume. Oui, c'est un autre appareil qui marche avec de l'IA, donc on pourrait dire aussi que l'avenir est pas si clair, qui est devenu un petit peu incertain. C'est les voitures autonomes de Cruise, qui est la filiale donc autonomie de General Motors. Alors, voitures autonomes, il y a eu un débat cette semaine là-dessus, parce qu'il y a eu un article de New York Times selon lequel les voitures de Cruise recevraient en fait de l'assistance de superviseurs humains tous les 4 km. Bon, qu'il y ait des superviseurs, c'est classique. Par contre, les gens monitorent à distance une flotte de voitures, et puis ils interviennent si nécessaire. Là, c'est 15 à 20 voitures par moniteur, d'accord. Le truc, c'est que dans le cas de Cruise, il faudra intervenir toutes les 2 minutes en gros. Selon le PDG, Kyle Vogt, c'est vrai et faux à la fois. Donc selon lui, les voitures seraient ultra prudentes et initieraient des appels avant même de savoir si elles en ont vraiment besoin. Dans beaucoup de cas, la majorité des problèmes sont résolus avant même que le superviseur se penche sur le sujet, c'est-à-dire que finalement la voiture, elle décide que c'est bon. Dans l'immense majorité des cas, au pire, il y a une simple validation, c'est plié en 3 secondes. Bon. Il y a des cas où il faut guider la voiture, qui est complètement aux fraises, dans une situation qui est trop exotique pour elle, mais ça représente que 2 à 4% du temps passé en mode autonome. L'un dans l'autre, les voitures appellent bien papa et maman tous les 6 km quand même, donc plutôt tous les 6 km que 4, et plutôt 2 à 4% du temps, il faut les sortir à la main d'un vrai blocage. C'est quand même beaucoup, finalement, c'est pas mal. Donc il semble pas que les Waymo soient aussi dépendants d'une aide externe, mais bon, c'est peut-être pas assez d'infos. En tout cas, ça redore pas trop l'image de Cruise,
qui est terni par l'accident qui s'est produit courant octobre à San Francisco. Alors la voiture n'a pas causé l'accident, la voiture autonome n'a pas causé l'accident, c'est un piéton qui a été projeté sur elle par une autre voiture qui a été conduite par un véritable humain en viande, derrière un vrai volant. Le problème, c'est que la Cruise n'a pas bien réagi. Elle a pilé, elle s'est déportée et elle a traîné le pauvre gars qui était coincé sur 6 ou 7 mètres et ça l'a gravement blessé. Donc il s'en est suivi une enquête fédérale et le rappel des 1000 voitures donc de General Motors qui se baladaient dans les rues. Donc l'État de Californie les a suspendus, enfin il a suspendu le permis de voiture autonome, il faut qu'il y ait quelqu'un dedans maintenant, obligatoirement. Donc elles ont été mises au parking de toute façon pour une durée indéterminée aussi, parce qu'on a su ensuite que General Motors les avait en plus laissé rouler, alors qu'il était au courant d'autres faiblesses dans les logiciels. Alors c'est une révélation de The Intercept, les algos auraient du mal à reconnaître les enfants. Bon, les enfants seraient mal identifiés quand ils se séparent de leurs parents. Ça fait mauvais genre quand même. Ouais, surtout les enfants, en général, c'est un petit peu sensible, je sais pas pourquoi. Et bon, c'est vrai que les enfants, quand ils tombent, quand ils sont à vélo, quand ils portent des costumes bizarres, bon, parfois la voiture a du mal. Dans une simulation, la voiture d'ailleurs a détecté un enfant, mais bon, elle a quand même frappé à 40 km/h avec son rétroviseur, ça peut faire mal. Donc selon Cruise, le problème aurait été résolu, il n'y a jamais eu, voilà, c'est un problème qui n'a jamais été constaté dans la vraie vie, donc Cruise n'a jamais eu ce problème d'ailleurs, de fait, avec des gamins réels, hein. Il ne s'est pas produit d'accident. Des enfants en viande. Il n'y a pas d'enfants réels, aucun enfant réel n'a été blessé durant le tournage. Autre souci récurrent de ces voitures, les trous. Voilà, les gros trous. C'est la bête noire des Cruise, les trous. Donc elles ont du mal à détecter les trous, et même s'il y a des cônes de chantier, d'ailleurs, des fois, elles ont du mal à détecter. Donc les trous dans les routes, le problème, c'est que c'est pas si rare, hein, finalement. Une Cruise pourrait parfaitement tomber dans un trou au moins une fois par an, là, en l'état. Et c'est moins marrant que ça en a l'air, parce qu'elle peut aussi tomber dans un trou, et sur la tronche des équipes de chantier qui sont dedans. Donc c'est pas terrible. Oui, parce que quand tu dis un trou, c'est pas un nid de poule, quoi. C'est un gros trou de chantier, quoi. C'est les gros trous. Elle a du mal avec les gros trous. Avec les plots, en plus, autour. C'est ça, elle a du mal avec les gros, voilà, les fosses de chantier, les trucs comme ça, quoi. Donc Cruise assure qu'ils sont à fond là-dessus, hein, évidemment qu'ils travaillent dessus, ils ont probablement des équipes entières d'ingénieurs qui sont spécialisés dans les gros trous et dans les cônes de chantier, donc il y a du boulot, hein, et on comprend peut-être mieux aussi pourquoi General Motors a mis en pause la production de ces Origins, qui sont radicalement autonomes, hein, puisqu'elles n'ont pas de volant, elles n'ont pas de pédale, rien, en fait, il n'y a même pas d'espace conducteur. Tout l'espace intérieur est un espace passager, donc c'est vraiment des ruptures radicales qui sont peut-être un petit peu, en avance sur leur temps, là. Ce qui m'étonne, Guillaume, c'est qu'au fil des épisodes de Tech Café, quand on parle de véhicules autonomes, de conduite autonome, j'ai l'impression que plus le temps passe, plus on a l'impression que, alors, de deux choses l'une, soit l'innovation est complètement à l'arrêt et ça ne progresse pas, soit plus on avance, plus on se confronte à la réalité et plus on se rend compte à quel point mettre en œuvre ce type de conduite autonome dans la réalité, ça pose des problèmes qui étaient très largement sous-évalué. Comment est-ce qu'il faut se positionner ? Est-ce que la recherche n'avance pas assez vite, ou est-ce que, encore une fois, la réalité est beaucoup plus pragmatique qu'on ne voulait bien le penser au départ sur ce sujet ? Oui, écoute, alors c'est vrai que si t'es Elon Musk, t'as sous-estimé des trucs, hein, ça, y a pas de souci. Le truc, c'est qu'effectivement, là, les déploiements s'effectuent de manière très prudente, et c'est normal, et elles s'effectuent aussi de manière très progressive. Donc on a l'impression que ça va lentement, et c'est pas complètement faux, ça va assez lentement aussi, parce qu'effectivement, au fur et à mesure, c'est les nouvelles conditions, nouveaux défis, quoi, tu vois. Donc c'est alors, c'est vrai, hein, d'un côté, si tu veux, ça continue à évoluer, et puis bon, les Waymo sont relativement matures, hein, on a quand même l'impression, même si, c'est très, tu sais, on est vraiment sur une asymptote, quoi. C'est très, très difficile pour gagner encore 2 fois le travail, il faut faire 10 fois le boulot, quoi, tu vois. Enfin, pour gagner 2 fois la précision, il faut faire 10 fois le boulot, quoi. Et puis bon, ça dépend aussi de ce dont on parle. C'est ça, le truc. Après les débords de Cruise, on constate bien à quel point la conduite autonome, c'est un domaine qui est compliqué et qui est loin d'être totalement maîtrisé, surtout en ce qui concerne les hauts niveaux d'autonomie. En particulier, la conduite de niveau 5, par exemple. Parce que bon, chez Tesla, on voit bien que dépasser le niveau 3, donc le niveau 3, c'est l'assistance ponctuelle, hein, déjà, c'est pas si simple que ça. Et avec Cruise et Waymo, on voit aussi que le niveau 4, qui est donc l'autonomie totale, mais surveillée et limitée à des zones spécifiques, ça prend beaucoup de temps et de travail, parce que justement, il y a énormément de cas possibles, et que il faut prévoir tous les cas, et que c'est difficile. Alors le niveau 5, qui correspond à une conduite de niveau humain, tout simplement, qui est totalement généraliste sur tout type de route et de conditions, ça semble vraiment très loin. Alors justement, ce qui est intéressant là, c'est que les progrès récents en termes d'intelligence artificielle pourraient aider
pour le coup, vraiment. Parce que les IA sont déjà utilisées dans les voitures autonomes actuelles, elles sont utilisées massivement, mais c'est plutôt au niveau sensoriel, donc entre guillemets. L'IA est utilisée pour traiter les flux vidéo, les flux lidar éventuellement, repérer les sujets, les objets, elle doit classer, etc. Donc elle doit effectivement voir, elle doit identifier où est la, enfin tu vois, elle doit faire une segmentation, où est la route, où sont les bandes blanches, est-ce qu'il y a un panneau, si c'est un panneau, qu'est-ce qu'il y a marqué dessus, évidemment, quel panneau c'est, est-ce qu'il y a d'autres véhicules, est-ce qu'il y a des vélos, est-ce qu'il y a des piétons, s'il y a des piétons, où est-ce qu'ils vont, tu vois, et voilà, dans quelle direction, à quelle vitesse, etc. Et tout ça, tout ça, évidemment, c'est des calculs, et il y a des IA qui sont là, effectivement, pour segmenter les images, identifier les objets, etc., etc. Par contre, finalement, la prise de décision est plutôt confiée à des ensembles de règles qui sont plus classiques. Des algos plus traditionnels, quoi. Donc ils ont le double avantage quand même d'être beaucoup moins coûteux en termes de temps de calcul, voilà. Et aussi d'être complètement interprétables puisqu'on les écrit. Bon, il n'y a pas de problème, c'est des règles. Bon, pour le coup, on sait ce qu'ils font et pourquoi ils le font à un moment donné. Ils ont aussi l'inconvénient d'être, justement, très compliqués à mettre en pratique, parce qu'en pratique, il y a une multitude de cas à prendre en considération, et c'est des trucs qui généralisent pas vraiment, en fait. Parce que c'est des ensembles de règles, et si vraiment t'as un cas exotique, ou que t'as des choses qui sont, tu vois, des cas un peu difficiles à débugger, voilà, c'est plus compliqué. Donc il n'y a pas de généralisation quelque part, comme nous on pourrait le faire. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on possède depuis peu des IA qui sont généralistes. Depuis peu, on a des IA généralistes. Alors, je sais bien que ce terme-là, d'IA généraliste, ça représente un souci terminologique un peu, puisque quand on parle d'IA générale, tu vois, ou d'AGI, on pense immédiatement à un truc surhumain, à la singularité, à Terminator, et tout ça, bon. Mais en fait, c'est pas ce que j'entends par là. Si on prend GPT-4 et GPT-4 Vision, en particulier, GPT-4, c'est déjà un modèle qui possède un certain niveau de généralité, parce qu'en fait, il sait faire des tâches qui sont multiples, qui sont variées, et pour lesquelles il n'a pas été entraîné spécifiquement. GPT-4, il peut écrire des poèmes, il peut traduire un CV en allemand, il peut lire des informations sur ton permis de conduire et les écrire en JSON, si c'est GPT Vision, il peut coder en Python, il peut te donner la recette du risotto si tu lui montres un plat de risotto. GPT-4, il n'a pas été entraîné spécifiquement sur tout ça. Il n'a pas été entraîné spécifiquement sur des risottos, je veux dire, tu vois, mais il sait le faire. Il sait faire ça, il sait faire 100 autres choses. Donc, ce niveau de généralité, qui est bien sûr pas suffisant pour en faire l'égal d'un humain, bien entendu, c'est pas le propos. On l'a suffisamment dit, ouais. Ça pourrait néanmoins être très utile à un robot, et on en a déjà parlé, de modèles multimodaux pour la robotique. Et là, j'en parle parce qu'il y a des chercheurs chinois et de Hong Kong qui veulent explorer cette possibilité pour les voitures autonomes, avec GPT-4 dans cette déclinaison vision, bien sûr, multimodale. Alors GPT-4, il n'est pas du tout prévu pour ça, donc c'est vraiment un travail exploratoire, préliminaire. On va pas mettre GPT-4 dans une voiture, on va pas mettre des roues à GPT-4 et c'est hardi petit, c'est pas du tout ce qu'on va faire. Mais ce qui est marrant, de manière assez surprenante, je trouve, c'est qu'il est remarquablement bon dans le rôle de chauffeur de voiture. Et il montre qu'il pourrait être pertinent d'utiliser des modèles fondationnels généralistes pour la conduite autonome. Alors c'est pas forcément intuitif de se dire qu'entraîner une IA sur des masses de textes et d'images de tout Internet, ça pourrait aider pour une tâche qui est quand même ultra spécifique. C'est pourtant, ça donne au modèle une capacité de s'adapter à des situations qui sont très variées, pas prévues, et ça pourrait lui donner une résilience que des modèles spécialisés, qui sont évidemment plus statiques, eux n'ont pas. Donc sur 40 pages, les chercheurs, donc grosso modo, ils ont montré à GPT-4 des images de conduite, et puis lui ont demandé d'identifier le contexte, ce qu'il ferait s'il était le conducteur, etc. Alors, première constatation, GPT-4 sait très bien reconnaître le moment de la journée, de la nuit, il interprète bien la situation, dans les deux cas, il se débrouille bien avec la météo, même s'il y a des gouttes sur l'objectif. Voilà, si l'objectif est un peu mouillé, ça va, il se débrouille bien, il reconnaît le contexte, il voit les feux. Mais il a encore du mal à parfaitement tout reconnaître. Par exemple, il y a des signaux lumineux parfois avec des chiffres dedans, il y a des chiffres de vitesse ou ce genre de truc, donc il lit pas toujours bien. De même que les panneaux qui sont souvent bien reconnus et interprétés, mais pas 100% du temps. Donc il reconnaît aussi quand il y a des piétons, quand il y a des voitures, des passages cloutés, il compte les véhicules, le plus souvent, il donne des listes d'actions à faire qui sont pas débiles. Et encore plus impressionnant, GPT-4 sait interpréter les photos en très grand angle, dans un fisheye, et puis des schémas qui sont pas des photos, des schémas de détection lidar par exemple, ou des photos aériennes, et même des vues multiples. Donc dans un cas, on lui donne 5 photos qui couvrent collectivement 120 degrés d'une scène, et GPT-4 en tire des informations qui sont en majorité justes, en particulier le nombre total de véhicules. Il comprend en fait qu'il s'agit de la même scène sous des angles différents. Donc il est aussi capable
d'interpréter des suites de vues, des suites temporelles de vues d'une même situation, des moments successifs. Puis il est capable de se servir de GPS, c'est ça qui est très rigolo. On lui met une photo de la route et une carte GPS à côté, mais genre la GPS que tu peux avoir sur ton téléphone, et il est capable de lier les deux. Donc il est capable de comprendre qu'il est sur telle route et qu'il faut tourner à tel moment, etc. Donc c'est assez... Il tient vraiment compte des deux images, c'est quand même vraiment marrant. Mais bon, le cœur du sujet, c'est qu'ils ont confronté GPT-4 à des situations, à des cas un peu difficiles, un peu rares, voire limites. Des cas de conduite qui sont un peu plus difficiles, ou voire qu'on n'a pas tous les jours, comme un avion qui a atterri en urgence sur la route, par exemple. Donc il y a aussi des cas plus courants, mais pas évidents, de la conduite de nuit avec brouillard, un gars qui traverse avec un chien en laisse de nuit, comme ça, sur un passage clouté, des travaux avec des camions énormes et bizarres, voilà, des convois un peu exceptionnels comme ça, de tous les côtés. Et dans l'ensemble, GPT-4 répond très bien à ces cas. Même quand il voit un avion, il voit, il y a un avion sur la route, c'est vrai, effectivement, tiens, il y a un avion sur la route. Du coup, il décrit une suite d'actions raisonnables, voilà, pour ralentir, contourner l'avion, puis continuer, quoi. Donc, pour résumer, c'est très loin d'être parfait. Il y a plein de cas où GPT-4 fait des erreurs, où il reconnaît imparfaitement ce qu'il y a dans les images, mais c'est vraiment pas mal pour un modèle qui n'est absolument pas prévu pour ça. Et ce qu'il n'a pas en précision, finalement, il le compense en résilience. C'est-à-dire qu'il est jamais complètement perdu. Même dans les cas limites, il n'y a rien qui le déstabilise. Tu vois, il se déstabilise pas plus que ça. Ah bah oui, c'est un cas, il décrit ce qu'il y a, et puis après, il prend des décisions. Donc, c'est assez prometteur. Il faut pas oublier que GPT-4 Vision, c'est un des premiers modèles multimodaux. ChatGPT lui-même existe depuis un an, donc c'est vraiment très très jeune tout ça. Donc on est dans les tout débuts de ce domaine. Il y a encore, toutes les semaines, des propositions pour des modèles plus précis, plus efficaces. Par exemple, encore la semaine dernière, il y a l'université de Singapour qui a sorti Author HD, auteur comme la loutre, tout simplement, Author HD. Cette petite loutre, celle-là, elle fait effectivement que 8 milliards de paramètres, c'est une petite loutre, et elle est prévue pour détecter, par contre, des détails plus petits dans les images. En fait, elle est moins myope que ses prédécesseurs, parce qu'elle a été entraînée sur des images en 1024 x 1024, et donc elle arrive, si tu veux, à avoir une granularité plus fine, et à avoir des choses plus petites. Elle fait suite à Fuyu, d'ailleurs. Donc la recherche sur les modèles multimodaux est vraiment en plein essor. Donc on pourrait facilement, finalement, imaginer un modèle multimodal qui soit assez généraliste, mais qui soit beaucoup plus adapté, évidemment, à la conduite, que GPT-4, qui soit beaucoup moins myope, qui soit évidemment fine-tuné aux petits oignons sur des données routières, etc. On en est encore loin, mais pour atteindre la conduite de niveau 4, enfin, peut-être même pour aider pour le niveau 3, pour aider pour le niveau 4, peut-être que c'est la route à suivre, finalement. Formidable, écoute, il pleut des utilisations de ces modèles de langage et de ces dérivés, c'est très chouette de voir ça, ça ne s'arrête pas d'accélérer, mais du coup la demande va être, Guillaume, de plus en plus forte, et je crois que même parmi les plus grands, on commence à se poser la question de où déporter les calculs. Je crois que Microsoft se retrouve un petit peu à l'étroit avec Azure pour fournir tout ce qu'il faut en matière de demande d'intelligence artificielle, Guillaume. C'est terrible, ce fameux GPT-4, il finit pas de nous étonner. Enfin, moi, honnêtement, c'est vrai que je suis toujours vraiment impressionné par les performances multimodales. Bon, après, vu ce qu'il bouffe, il peut être impressionnant, le GPT, parce que il doit y avoir un sacré paquet de gros GPU Nvidia derrière chaque requête. Ouais. Bon, Microsoft, effectivement, il est fou comme un flelou. Il est en train de proposer des services IA partout, dans Office 365, dans Bing, mais même dans chaque Windows. Tu sais qu'il se murmure que Copilot, l'OS, qui est en train d'être déployé sous Windows 11, va être déployé aussi sous Windows 10, ce qui représentera encore la plus grosse base de machines installées. Donc ça veut dire que ça va faire encore plus de requêtes. Enfin bon, ils sont malades. Et d'ailleurs, ils sont en déj de serveurs. Mardi dernier, ils ont annoncé qu'ils appelaient Oracle en renfort. Et c'est Oracle, donc c'est pas gratuit. C'est un contrat sur plusieurs années. Alors, c'est pour utiliser des accélérateurs de OCI, de Oracle Cloud Infrastructure. Parce que ils ont eu le nez chez l'ARIA, ils ont fait leurs emplettes de Noël à l'avance, et maintenant ils ont des dizaines de milliers de A100 et de H100 dispo dans leur data center à prix d'amis. Enfin, à prix d'amis, ou pas d'amis, enfin certainement pas d'ailleurs. Mais bon, c'est inquiétant en réalité, parce que Bing finalement, il a pas vraiment explosé dans les stats depuis qu'il a rajouté du génératif. Il est passé de 3 à 3,1% de part de marché, et son usage a augmenté de 9% sur PC, de 4,6% sur tablette. Et ils sont déjà en dèche. Ou alors c'est les prévisions pour la demande supplémentaire sur Windows et Office. Bon, dans les deux cas, ça va coûter beaucoup de sous. Donc il est urgent pour les marges de Microsoft de trouver des alternatives moins chères à GPT-4, parce que c'est vrai qu'un être réduit à appeler Larry Ellison à l'aide, faut vraiment que ce soit une urgence. Écoute, oui, c'est marrant de voir qu'ils comptent les uns avec les autres, mais évidemment, ce n'est pas que de l'amitié. Je pense évidemment qu'il y a du bon contrat derrière et des bons sous-sous. Et puis oui, c'est peut-être des projections, mais qui sont suffisamment concrètes pour anticiper ce type de deal.
Des deals, c'est un autre domaine qui nous amène à en parler, Guillaume, c'est celui de la téléphonie par satellite. On avait vu fleurir toute une génération d'appareils qui avaient suivi les annonces d'Apple avec un iPhone qui permet de se connecter au satellite en cas où tu te retrouves dans les endroits les plus reculés du monde et où tu n'arrives pas à joindre les secours si tu as des problèmes, ou même si ta voiture est en panne en plein milieu d'une route, là aussi complètement absente de toute connectivité. Tu pouvais t'appuyer sur le satellite et derrière, il y avait aussi Qualcomm qui proposait quelque part des alternatives à l'iPhone pour des smartphones Android. On reparle un petit peu de ces deals, Guillaume. C'est vrai, dans le sillage d'Apple, il y a eu plein de prestataires qui se sont lancés dans la téléphonie par satellite. On pense à Huawei surtout finalement, qui a un petit peu coiffé tout le monde au poteau. On pense évidemment au satellite Blue Walker 2, au Starlink V2. Mais en fait, on peut se demander s'il y a autant de demandes que ça, finalement. On peut se poser la question déjà intuitivement, parce que c'est vrai que ça peut être rassurant d'avoir une connectivité en pleine zone blanche, dans la brousse, évidemment, mais dans 99,99% des cas, on s'en sert pas. Donc, couvrir ce 0,01% de cas, c'est bien, mais c'est quand même très cher et très compliqué. Donc, est-ce que ça vaut le coup? Et bon, au-delà des spéculations, on constate effectivement que Qualcomm vient d'arrêter Snapdragon Satellite, son programme de collaboration avec la constellation Iridium, et c'était juste 10 mois après l'avoir lancé. Alors le but, c'était d'intégrer une fonctionnalité de connexion au satellite d'Iridium dans les téléphones équipés en puce Qualcomm. Les fabricants pouvaient souscrire à l'option et vendre du coup des terminaux entre guillemets satellites, sauf que personne n'a demandé. Aucun constructeur n'a été intéressé par la solution de Qualcomm, et donc il arrête les frais. Alors il continue officiellement à collaborer avec Iridium sur les standards, tout ça, mais bon, il propose plus de solutions clé en main, et manifestement, tout le monde s'en fout. Alors c'était peut-être une question de prix aussi, les souscripteurs devaient payer une redevance à Iridium, ça devait être donné, ça devait pas être donné du tout, ils devaient payer pour des services qui au bout du compte de toute façon étaient totalement gérés, maîtrisés par Qualcomm, donc peut-être ils n'avaient pas trop envie. D'ailleurs, est-ce que la téléphonie satellite dans son ensemble vaut le coup, avec un T? Je sais pas, c'est pas forcément si clair. Mais bon, néanmoins, Qualcomm conserve quand même un petit peu la tête dans les étoiles, puisqu'on vient aussi d'apprendre que son cofondateur, qui est décédé l'an dernier, son ex-cofondateur, a fait un don de 200 millions de dollars à SETI. Alors c'était Franklin Antonio qui donne donc un gros coup de pouce à la recherche des signaux extraterrestres, puisqu'il a même contribué à la modernisation du télescope Allen, donc le premier qui est spécialisé, il n'est pas spécialisé vraiment, mais disons qu'il est optimisé pour cet usage. Donc il peut être aussi utilisé comme un radio-télescope de base, le télescope Allen, mais bon, il est bien adapté, disons qu'à SETI, il sert aussi à SETI. Et d'ailleurs, le télescope Allen, il s'appelle comme ça grâce à Paul Allen, qui est le cofondateur de Microsoft et qui est le premier mécène du projet. Paul Allen, qui est par ailleurs lui aussi décédé assez jeune, en 2018. Et il n'y a pas de rapport avec la clé Allen, bien sûr. On termine cette rubrique appareillage avec les appareils Amazon, les tablettes en particulier, qui s'appuient sur Android. Alors un Android qui est un peu customisé, évidemment, et qui retrouve tout son intérêt quand on lui réinstalle le Play Store dont il est dépourvu. Ne vous cachez pas, je vous ai vu. Mais Amazon a peut-être bien envie d'évoluer et de mettre de côté Android sur ses futurs appareils. Ouais, petite news effectivement pour signaler qu'Amazon veut son indépendance, et il est grand maintenant, il est né en 1994. Alors à presque 30 ans, faudrait voir à se prendre un peu en main. Bon, il y en a marre maintenant de vivoter en faisant de l'achat-revente de conneries en plastique. Non mais qu'est-ce que c'est que ça? Non mais c'est sans doute pour ça qu'il veut dégager rapidement la base Android finalement de son OS pour ses appareils. Donc le Fire OS, alors le Fire OS qui équipe donc les Fire TV, les Fire tablettes et tous les trucs en feu là, c'est un système Android avec une surcouche et un store Amazon, le Fire Store. Et il veut passer Linux, sur laquelle il mettra la même couche, et ça fera un autre OS qui s'appelle Vega. Alors Vega pourrait évoluer très vite, il pourrait évoluer plus vite, puisqu'il serait pas rattaché finalement au bon vouloir de Google, de lui donner ou pas les trucs. Il pourrait être plus optimisé, plus spécifique aussi aux appareils Amazon, et par contre, ça suppose probablement aussi exit de la compatibilité avec les apps Android. Alors parce que ART, je sais pas si tu vois, ART il est pas sous Linux, donc ça veut dire plus d'app peut-être, donc ça ce serait lourd. Alors Vega explicitement voudrait pousser le React Native pour les applications, pour que ce soit complètement multiplateforme en réalité, puisqu'il fait un truc en React Native, ça marche partout quoi.
Et pour ces raisons, il n'est pas clair qu'il soit destiné dans un premier temps aux tablettes, justement, parce que ça serait quand même une rupture assez franche. Sur une tablette, perdre la compatibilité avec l'App Store, le Play Store, pardon, comme tu disais, ça serait quand même ballot. Alors que par contre, sur des appareils connectés plus spécifiques, ça pourrait être moins un problème, tu vois, sur des serrures, des systèmes d'infotainment dans les voitures, ce genre de trucs, ça pourrait passer. Donc c'est probablement vers là qu'on verra les débuts de Vega. Vega qui se veut quand même une coupure assez nette avec la dépendance à Google. Alors le développement a commencé il y a plusieurs années et il serait bientôt cuit. Je pense qu'on devrait voir les premiers l'année prochaine. Magnifique, merci beaucoup Guillaume pour cette revue des appareils. On a toute une section relative à des problèmes et des conflits légaux qu'on va enchaîner et on va en profiter pour continuer à parler d'Amazon qui est concerné en premier chef par cette rubrique pour un sujet qui fait un peu grincer des dents. On n'est pas dans l'illégalité mais quand même qu'on regarde en levant les sourcils et en se disant c'est quand même pas tout à fait fair play. Amazon a un deal spécial avec Apple, alors on le savait mais là c'est une mise en œuvre très concrète de ce deal, Guillaume. Les procès, c'est toujours marrant à la télé, déjà, c'est marrant les procès. Et puis les jeux Phoenix Wright aussi, c'est pas mal. Mais bon, là, c'est surtout grâce aux révélations qu'on n'a toujours pas dans les audiences, les petits secrets honteux qui sont révélés à la face du monde, parfois de manière totalement accidentelle, et qui sont relayés et commentés goulûment par les journalistes en mal de clics, comme nous, évidemment, bien sûr. Évidemment. Donc, dans son procès, la FTC, selon Business Insider, ce procès contre la FTC, donc selon Business Insider, Amazon a admis appliquer un traitement de faveur à Apple sur son site. Et tout le monde peut le voir d'ailleurs. Amazon, vous allez sur Amazon, donc Amazon c'est pas les derniers sur la pub. Quand tu vas sur le site, c'est pourri de pub de tous les côtés. Quand tu cherches un produit, ça rate pas. T'as des annonces pour une pile d'autres trucs qui sont plus ou moins en rapport, plus ou moins analogues, voilà, plus ou moins de bonne qualité d'ailleurs, plus ou moins pertinents. Mais pas pour les produits Apple. Jamais on verra de la pub pour un concurrent si on cherche un magnifique iPhone, un succulent MacBook ou un délectable iMac. Non, parce que c'est vulgaire. Donc c'est surtout qu'Apple a payé très cher pour ce traitement. Alors ils l'ont demandé, donc on a des emails qui prouvent qu'Apple a demandé, manifestement il a eu ce traitement de faveur. Je dis que c'est un traitement de faveur parce que Samsung par exemple ne l'a pas, et il a même pas le loisir de demander, parce qu'il le ferait sans doute en plus. Samsung paierait sans doute volontiers Amazon pour avoir des pages clean avec pas de concurrence dans les pubs, mais apparemment ça a pas l'air d'être une option. Donc c'est marrant. Donc dans le grand débat sur l'abus de position dominante d'Amazon sur l'e-commerce, mettre en évidence un tel manque de neutralité, c'est quand même un peu problématique. Ouais, ça n'aide pas, effectivement. Des arrangements entre amis qui continuent, là aussi, mis en lumière dans le cadre de procès. Mais là, ça concerne Epic Games et Google. Oui, puisqu'on en est aux petits arrangements entre amis, on peut parler du procès Epic-Google. Alors, on rappelle le contexte viteuf, Epic a attaqué Google sur la commission de 30% du store. Alors, ok, tu peux toujours, sideloader comme on dit, c'est-à-dire télécharger par ailleurs des logiciels sur Android, mais c'est vivement déconseillé par Google. Un coup de message très anxiogène. C'est mal, tu vas briquer ton smartphone, ne fais pas ça, c'est dangereux. Ouais, tu vas choper la ch'touille et tout ça. Oui, non, c'est vrai, c'est vraiment ce genre de truc. Donc il faut être sur le store pour exister, globalement. Il faut exister, il faut être sur le store et donc payer la dîme. Je fais une petite parenthèse là-dessus, c'est toujours ce genre de sujet sur lequel il faut sortir de notre condition de technophile, parce que oui, quand on écoute Tech Café, je pense qu'on est suffisamment sensible à ce qu'on fait et on peut cliquer sur ces avertissements en se disant ouais, c'est bon, j'ai compris, je veux juste mettre un APK et je connais les enjeux, mais je pense qu'on est largement pas majoritaire et que dans nos entourages, dans nos familles, parmi les utilisateurs du quotidien des smartphones, la moindre bannière de ce type réduit énormément la possibilité de le faire. Ça fait des frictions assez dingues. Donc, faut vraiment pas sous-estimer. Je sais que parfois, il y a des auditeurs qui disent, ouais, c'est bon, suffit d'accepter. Vraiment, d'un point de vue consommation et du grand public, ça a des impacts très lourds. Il faut en être conscient. Je pense qu'il y a même des chiffres là-dessus, sur le nombre de gens qui disent non, ou alors sur le nombre... C'est bien possible, ouais. Ouais, je pense qu'il y a, c'est quantifiable même ce genre de friction. Et effectivement, c'est vrai que voilà, si t'es pas sur le store, c'est difficile, c'est louche, c'est plus difficile d'exister, donc il faut payer la dîme. Enfin, là, c'est même 30%, donc c'est la trim, j'imagine. Pour payer, il faut payer la trim à Google, sinon ça marche pas. Donc c'est l'argument d'Epic, et il fut un temps, c'était aussi l'argument de Match et de Spotify. Mais ces deux derniers l'ont lâché, ils ont plié le genou devant Google. Ils ont lâché l'affaire, donc ils ont laissé Epic aller au tribunal tout seul, et ça, c'est pas beau. Donc ils se sont trouvés un accord en fait. Pour Match, on n'a pas énormément d'infos. Pour Spotify non plus, sauf que c'est sans doute un très 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 bon accord. Parce que Google ne veut surtout pas qu'on le sache. Et ça, on sait qu'ils veulent pas qu'on le sache. L'avocat de Google, donc Glenn Pomerantz, a dit, je cite, « La révélation du deal avec Spotify serait très très préjudiciable aux négociations qu'on a avec d'autres interlocuteurs. » Il a dit comme ça, très très préjudiciable.
Bon, c'est vraiment dire que si les autres développeurs connaissaient le pont d'or offert par Google à Spotify, ils voudraient tous la même chose et donc ils seraient bien dans la merde. En tout cas, c'est ce que j'en comprends. Je sais pas, c'est peut-être moi qui vois le mal partout. Donc, je vois pas ce qu'on peut comprendre d'autre. Mais... Ouais, le site de rencontre Bumble, par exemple, lui, a pas eu de tarif préférentiel. Mais bon, s'il savait s'il savait ce que Match a obtenu, peut-être qu'il en voudrait un. Bon, on va savoir. Ce genre d'arrangement ne date pas d'hier. Il faut se souvenir que la saga a commencé. Il y a eu une saga aussi avec Netflix. En 2017, Google lui a offert de ne prélever que 10% de commission. Encore un truc qu'on vient d'apprendre au procès d'ailleurs. Alors au début, Netflix offrait son propre système de paiement pour souscrire à ses offres, donc il versait 3% à Google. Quand les modes de paiement autres que les siens allaient interdits, il a offert le deal de 10%. Et il a inventé un régime spécial avec un nom ronflant qui s'appelle RAP++, dont j'ai peur qu'il veuille dire d'ailleurs Living Room Accelerator++, et dont Netflix était le seul bénéficiaire. C'était vraiment magnifique. Et il a fait une catégorie avec un Netflix dedans, c'est super. Parce que bon, c'est Netflix, et bon, perdre le pognon généré par Netflix, quand même, ça fait suer. Donc ça a pas marché, Netflix a refusé, parce que c'est Netflix, qui peut se permettre. Et les gens peuvent bien faire l'effort pour Netflix d'aller sur le web pour payer. Ouais. Et il peut toujours, et puis évidemment, et donc il peut toujours compter sur son propre mode de paiement, et donc ce sera toujours plus rentable que de payer même que 10% à Google. Donc Netflix a une réaction différente avec Apple d'ailleurs, c'est qui est marrant, puisque lui aussi lui a fait des faveurs, 15%, soit moitié moins, bon, une bonne affaire. Et le plus terrible dans l'histoire, c'est que l'effet Netflix aurait pu bénéficier à Epic, parce que lui aussi, c'est quand même un gros poids lourd finalement. Et Google lui a proposé 147 millions de dollars pour lancer Fortnite sur le Play Store. Parce que Epic offrait Fortnite directement sur son site, un APK si vous voulez, depuis 2018. Et Google voulait éviter une contagion parmi les développeurs qui se mettraient à proposer leur jeu hors store. Donc il a proposé un partenariat à Epic pour éviter ça. L'absence de Fortnite, ça coûte de l'argent à Google. Beaucoup. Des centaines, potentiellement des centaines de millions de dollars. Et s'il y a une défection massive des développeurs qui se disent « Ah pourquoi pas oui. », ça peut être des milliards de dollars de manque à gagner. Et d'ailleurs, Google a complètement admis qu'effectivement, il s'inquiétait beaucoup là-dessus. Tout ça fait dire à Epic que Google maintient son monopole à coup de pot de vent. D'ailleurs, Riot Games, les créateurs de League of Legends, auraient eux aussi été payés pour ne pas qu'ils lancent un magasin concurrent sur l'App Store. Alors pour Google, qui admet donc vraiment avoir peur de la contagion, il n'y a rien de mal là-dedans, il n'y a rien de mal à ça. Déjà, il n'y a rien d'illégal. On noue des partenariats, c'est pas illégal. On essaie de séduire les développeurs, c'est pas illégal. Epic compris. Bon, les commissions Google servent du coup à maintenir l'écosystème des infrastructures, il n'y a pas de problème. Bon, c'est pas très clair si et à quel point Epic est en train de convaincre les jurés dans cette histoire. Parce que d'une part, c'est clair que tout le monde n'est pas égal sur le Play Store finalement, mais de l'autre côté, on a proposé à Epic aussi de recevoir des fonds. Et il a refusé. Et il a refusé pourquoi ? Par principe, parce que c'est pas juste, ou parce que, juste, il voulait faire plus de pognon. Encore plus de pognon. Et puis bon, Epic attaque Google sur ses 30% de commission, mais il les paye sans broncher, et il en paye autant sur les consoles. Parce que les stores de Nintendo, de Microsoft et de Sony, ils sont pas gratuits, ils sont totalement fermés, et puis Fortnite, il est dispo là-dessus depuis toujours. Donc on verra bien si les jurés sont convaincus ou pas, mais je mettrai pas trop ma main à couper. Et puis bon, 30%, c'est pas si pire. Regarde, Google, on vient d'apprendre aussi, par ailleurs, que, donc dans son procès, le procès de Google en antitrust, qu'Apple prélèverait 36% des recettes publicitaires que Google fait via Safari. Donc vraiment... être par défaut sur iOS, ça lui coûte vraiment très cher, donc c'est vraiment très rentable. Ouais, j'imagine qu'au final, il s'y retrouve, c'est une certitude. Il y a le DMA, qui est ce dispositif législatif de l'Union européenne qui va mettre son grain de sel là-dedans. Et d'ailleurs, il y a une nouvelle illustration qui a été partagée il y a quelques jours. Et c'est assez rigolo, c'est pas une grande annonce d'Apple qui a été faite en ce sens, mais c'est un document fiscal. Et c'est en gros notamment la provision des risques, ça en dit long, que fait Apple sur les années à venir, qui prend la parole sur le sujet, je cite, « La société Apple prévoit de procéder à d'autres changements commerciaux à l'avenir, notamment en raison d'initiatives législatives ayant un impact sur l'App Store, telles que la loi sur les marchés numériques de l'Union européenne, à laquelle la société est tenue de se conformer d'ici mars 2024. » Donc, il n'y a rien dans les bêtas d'iOS qui laisse imaginer que c'est en place. Évidemment, sans doute que ça arrivera le plus tard possible et que c'est pas encore à l'ordre du jour de le mettre à disposition des versions bêta, mais il
se conforme bien, comme on pouvait s'en douter. Il se prépare bien à se conformer. Et je trouve ça juste rigolo de considérer le fait que c'est une provision de risque, tu vois. C'est pas... Il y aurait eu d'autres manières peut-être d'amener les choses. Là, pour l'instant, c'est identifié comme une provision de risque. Si on dit peut-être long, aussi sur les potentielles pertes de revenus auxquelles ils s'attendent. Alors, on verra comment ils ajusteront le tir par rapport à ça. Je suis tellement... Je me fais tellement de soucis. Je suis tellement inquiet pour eux, les pauvres. T'es inquiet pour eux. Bah, écoute, ils pourraient... Ils sont dans une situation tellement précaire, là, déjà. C'est dur pour eux. Bon, ils ont quelques siècles devant eux avant de voir venir. Ça continue du côté de Meta. On a déjà cité des relais de lanceurs d'alerte concernant l'activité chez Meta. Et ça continue, Guillaume. Oui, ça s'arrange pas trop pour Meta, qui se prend un témoignage pas très flatteur d'un ex-employé qui s'appelle Arturo Beillard. Alors Béjart, mais bon, je pense que c'est Beillard. On peut très bien le considérer comme un lanceur d'alerte, d'ailleurs, au même titre que Frances Haugens. Il sait de quoi il parle parce qu'il était quand même directeur du service soins et protection chez Facebook entre 2009 et 2015. Donc il dirigeait une équipe pour la prévention, alors des trucs super sympas comme le suicide, le harcèlement, tout ça. Et il avait mis en place des outils d'assistance, des systèmes pour essayer d'améliorer les choses. Donc il est parti content, mais quand sa propre fille adolescente a commencé à recevoir des messages à caractère misogyne et sexuel et que toutes ses réclamations sont restées lettres mortes, il est revenu en 2019 et il était pas content là par contre, parce que tout ce qu'il avait mis en place avait disparu, plus personne ne parlait vraiment du sujet, ils avaient tout oublié quoi. Donc, alors pourtant, des outils internes faisaient état de beaucoup de signalements, c'était assez utile, de nombreuses occurrences d'abus d'ailleurs, qui étaient systématiquement minimisées par les managers. Bon, en 2021, il a carrément écrit à Mark Zuckerberg, et à d'autres cadres aussi, et il mentionnait donc, entre autres, que la politique même de Facebook laissait couler pas mal de choses, comme des remarques misogynes qui pouvaient être difficiles à supporter, difficiles à vivre pour des adolescentes, et qu'il n'y a pas vraiment de moyen de lutter contre finalement. 13% des utilisateurs de 13 à 15 ans avaient déjà reçu des messages à caractère sexuel non sollicités sur les 7 derniers jours. Bon, Marc n'a pas répondu, Adam Mosseri, oui, il a répondu un petit peu, ça y est, Sheryl Sandberg aussi. Mais bon, son sentiment, c'est que tout le monde savait bien ce qui se passait et que personne n'a bougé, même s'il avait donné des pistes de comment améliorer les choses, sans pour autant taper sur le chiffre d'affaires de l'entreprise, ce qui est quand même remarquable. Bon, il a été déçu, et voilà, il était déçu quoi. Et maintenant, il est parti, puis il témoigne là devant le Sénat, il est parti en avec Facebook, il dit explicitement qu'on ne peut pas faire confiance à Meta pour la sécurité de nos enfants. Bon, Facebook se défend en disant qu'ils font plein de choses, bon voilà, on verra bien si ça convainc les jurés. En attendant, Arturo va apporter des dossiers supplémentaires dans la procédure qu'il attend, et donc qui est menée par ces 41 États américains, là. Donc il espère que ça va pousser le Congrès à légiférer. En fait, depuis le témoignage de Frances, ça patine pas mal, il se passe pas grand-chose. Et c'est aussi parce que la politique aux États-Unis, c'est un peu vraiment bloqué, toujours pour les mêmes raisons, grosse division, difficulté à s'entendre sur tous les sujets, 100%. Bref, faudra voir le procès, puis il faudra voir aussi les répercussions politiques, s'il y en a. Ouais, bien sûr, on les suivra ensemble et on vous les relaiera. On continue et on termine même cette rubrique légale avec la grève qui concernait plusieurs professions aux États-Unis qui pourrait toucher prochainement à sa fin. C'est pas encore arrivé, mais en tout cas, on est en bonne voie pour un accord, Guillaume. Si, je crois que si, en fait, parce que... Ah, d'accord. Je crois que les acteurs parce qu'ils ils ont voté, là, je crois. Je crois qu'ils ont trouvé un terrain d'entente, puisqu'il y a avec les producteurs. Bien. La grève est finie, puisqu'ils avaient donc une proposition d'accord, il fallait qu'ils votent, et là je crois qu'ils ont voté, puisque moi j'ai lu qu'il y avait eu 86%, que la SAG-AFTRA avait approuvé cet accord à 86%. Ah oui, ok. Ils donc vont pas attendre 3 semaines avant de libérer le sujet du coup. Enfin, on va pouvoir avoir la suite de Stranger Things, parce que c'est pas trop tôt. Donc il y a pas mal de trucs, en particulier pas mal de revalorisation salariale, évidemment, ce qui est très positif, surtout qu'il y a une adaptation, si tu veux, au système, au nouveau mode de diffusion, comme le streaming. Donc il y a la création de nouveaux bonus basés sur le succès d'une série. Puis il y a aussi des mesures en faveur de la diversité d'ailleurs, de l'égalité des sexes, des trucs contre le harcèlement sexuel, tout ça. Meilleure couverture médicale, et il y a aussi beaucoup de choses sur l'IA. Alors les acteurs ont obtenu, donc je cite, des protections significatives autour de l'utilisation de l'intelligence artificielle, y compris le consentement, etc. Bon alors globalement, qu'est-ce que ça veut dire tout ça ? C'est quand même décisif. Alors il fallait apparemment vraiment encadrer le truc parce que ça partait complètement en vrille. Donc un acteur doit recevoir le même salaire pour l'utilisation de sa réplique que celui qui l'aurait gagné en faisant le boulot. Pareil pour les figurants. Pour les figurants, donc vraiment ce qu'on voit tout au fond, à l'arrière-plan, quoi. Aucune réplique numérique ne peut être utilisée pour éviter de payer un acteur à l'arrière-plan. Et les studios doivent obtenir le consentement d'un acteur ou des ayants droit pour chaque utilisation de sa réplique numérique. Donc même s'il est mort, faut demander aux ayants droit. Pas question de filouter d'ailleurs, pour utiliser James Dean dans un porno, puisqu'il faut une description raisonnablement précise du rôle à chaque fois. Donc vraiment pour avoir un consentement éclairé, quoi.
Donc une grève historique qu'on n'avait quand même pas vue depuis au moins 50 ans et qui aboutit à des changements qui sont assez conséquents. Eh ben c'est incroyable, tant mieux, quelque part, on peut s'en féliciter. Et puis on termine, alors c'est marrant parce que tu as toujours des micro-rubriques de ce type-là dans les épisodes de Tech Café, parfois dans les suppléments où tu nous dis est-ce qu'il y a assez de données sur les données, pas assez de données sur les données, trop de données sur les données. Cette fois-ci, c'est pas assez de données sur les données, Guillaume. Bah oui, parce que quand on parle d'IA, voilà, on parle d'IA, pour changer un peu, reparlons d'IA. On a parlé des données la semaine dernière et de la nature un petit peu de ces énormes sets de données qui sont utilisés pour entraîner les modèles de langage, par exemple. Et on avait vu qu'on pouvait avoir des surprises sur le contenu, et cette semaine, une équipe pluridisciplinaire du MIT, de Cohere et de juristes se sont penchés sur 1800 datasets connus en langage naturel, des trucs classiques, pour voir si, légalement parlant, ça tenait la route. Bon, l'initiative dit s'intéresser à la provenance des données, en fait, concrètement, là, c'est plutôt carrément les licences sur les données qui sont en question. Alors, l'idée, c'est que ces données sont utilisées souvent un peu en pilote automatique. C'est aussi parce que le droit, ça saoule tout le monde, il faut bien le dire. Et je comprends, combien je comprends. Tu veux créer ou tester une idée, un nouveau modèle, qu'est-ce que tu fais? Tu chopes un dataset et t'envoies, tu vas pas commencer à te casser les pieds avec les licences du truc. Alors, est-ce que c'est Apache? Est-ce que c'est Creative Commons? Est-ce que c'est PSD machin? Non, monsieur, en plus, souvent, les données, c'est des compiles d'autres datasets. Si c'est dispo sur GitFace ou sur GitHub, ça doit être bon, tu télécharges et puis c'est fini, quoi. Le problème, c'est que non, en fait. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est les juristes, parce qu'ils aiment bien casser l'ambiance. Voilà, c'est leur boulot. C'est un petit peu leur boulot de casser l'ambiance, hein, et il faut pas leur en vouloir. 70% des datasets sur GitHub sont pas associés correctement à une licence qui permettrait de les utiliser sans réfléchir comme ça. Alors parfois, faut vraiment fouiller profond, parce qu'il s'avère que donc c'est pas associé, donc il faut trouver en fait quelles sont les vraies licences. Donc ils ont cherché. Et donc ils ont réussi finalement à associer, après recherche, 70% des données à une licence, mais qui n'est pas forcément celle qu'ils disaient au début, celle qui était écrite au début. Donc en gros, entre 15 et 29% seulement des données sont bien estampillées correctement sur les sites. Et les autres sont affichées comme ayant des licences qui sont plus permissives qu'elles ne le sont en réalité. Donc en fait, tu peux pas, c'est pas aussi permissif que ça en a l'air. Donc il est probable que des scientifiques ou des devs là utilisent en ce moment même illégalement, stricto sensu, des données sans en avoir conscience. Alors c'est pas forcément un problème jusqu'à ce qu'il y ait un avocat pinailleur qui s'y intéresse. Ou qu'il y ait un procès du type celui contre Stable Diffusion par exemple. Alors là, c'est une source majeure de migraine qui se profile pour les développeurs, parce que traquer la licence, déjà, ça c'est super chiant. Parfois, c'est même carrément un jeu de piste, parce que certaines sont fausses là. Et c'est encore pire quand c'est un dataset qui est constitué de morceaux de dataset avec plusieurs licences. Concrètement, je pense pas qu'on puisse vraiment inquiéter les boîtes qui utilisent des données mal identifiées, parce que ils savaient pas. Pour les plateformes, par contre, je sais pas, et ça peut être un souci, donc en devenir pour GitHub. Après, c'est ceux qui postent les trucs, évidemment, de faire attention. Mais ça montre aussi à quel point la donnée, c'est pas le cœur du sujet en machine learning. Paradoxalement. Parce que toute la gloire revient aux ingénieurs qui font le modèle, qui font tourner ce fameux réseau de neurones qui fait des merveilles, mais ceux qui assemblent les données, qui s'occupent de tout ce genre de trucs, tout le monde s'en fout des données, quoi, tu vois, c'est vraiment un truc secondaire, alors qu'en fait, c'est complètement central en machine learning. Donc c'est aussi une question de culture. Intéressant, merci Guillaume. On met de côté nos sujets autour, pour le coup, de l'intelligence artificielle et des appareils. Rendez-vous dans l'épisode supplément pour avoir quelques compléments d'informations, entre autres sur des sujets un petit peu plus proches. Mais on se doit quand même, pour clôturer cet épisode hebdomadaire, de vous parler des sujets incontournables en matière de jeux vidéo. C'est aussi ce qui fait les sujets de la tech de la semaine. Donc on se prête à l'exercice. À commencer, Guillaume, par un chouchou dans la communauté des joueurs en mobilité, le Steam Deck, qui, c'est pas une V2, mais c'est quand même une version 1. quelque chose qui arrive. Mais oui, bon, Steph est pas là. Steph est spécial dédicace à lui. Lui qui nous avait chanté tout son amour pour le Steam Deck. Je me souviens, c'était plus beau que du Cabrel encore. Bon, voilà, Steph, tu vas devoir en racheter un autre, parce que voilà, le Steam Deck OLED est sorti, et c'est beaucoup plus qu'un Steam Deck avec un écran OLED. C'est vrai qu'avec la Switch, on avait pas eu tant de modifs que ça, mis à part l'écran, mais là, en gros, Valve va tout simplement corriger à peu près tous les soucis du Steam Deck premier du nom, dans la foulée. Alors, commençons par le plus évident, c'est l'écran. Alors, l'écran, bien sûr, il est OLED, donc il est très nettement meilleur qu'avant, mais il est aussi 90 Hz et HDR. Et il est même un peu plus grand par-dessus le marché. Donc, l'écran, avec un jeu en HDR, ça surclasse tout simplement beaucoup de télévisions haut de gamme. C'est le meilleur écran OLED sur une machine portable en ce moment, point barre. Donc, les bords sont plus fins aussi, ça permet d'avoir un écran de 7 pouces 4 sans changer du tout la taille de l'appareil, qui reste vraiment quasi identique. Il est même légèrement plus léger. Alors, qu'est-ce qu'on a vu reprocher d'autre au Steam Deck ? Son autonomie pas terrible, le fait qu'elle chauffait trop et qu'elle était bruyante.
Et tout ça c'est corrigé, enfin c'est en tout cas largement amélioré. La puce passe en 6 nanomètres, donc c'est pas une révolution par rapport aux 7 nanomètres d'avant, mais ça aide. La batterie passe à 50 Wh au lieu de 40, et le refroidissement a été revisité avec en particulier un ventilateur un peu plus gros. Donc la console chauffe moins, elle est plus silencieuse, elle peut durer jusqu'à 40% plus longtemps, et c'est aussi grâce à l'écran qui consomme moins en moyenne. Parce qu'évidemment, quand il y a beaucoup de noir sur un écran OLED, les parties noires ne consomment rien du tout. Après, il faudra pas non plus attendre des miracles. Hein. À 30 fps, la nouvelle deck, ou le nouveau deck, je sais pas trop, consomme dans les 19 watts et dure dans les 2h40. Bon, c'est pas non plus fabuleux, mais c'est quand même mieux que l'ancienne. La meilleure gestion thermique, d'ailleurs, et une bande passante qui est aussi un petit peu meilleure, apporte un bonus non négligeable. Les jeux tournent un petit peu mieux. C'est un peu plus stable, et on peut gagner 2 ou 3 fps par-ci par-là. Au chapitre des améliorations diverses et variées, on a aussi une meilleure réactivité de l'écran tactile, une meilleure sensibilité du trackpad, le Bluetooth 5.3, une antenne dédiée d'ailleurs pour le Bluetooth, et de nouveaux haut-parleurs, et aussi le Wi-Fi 6E. Alors combien ça coûte ? Parce que bon, c'est quand même ça le nerf de la guerre. C'est pas le même prix qu'avant ? Eh pas tout à fait. Alors, ce nouveau modèle change les prix en fait de toute la gamme, de tout le monde. Donc le Steam Deck de base, non OLED, se vend toujours. Il n'y a pas de problème. Ok. Et donc, le Steam Deck non OLED entrée de gamme, les Steam Deck non OLED sont à 350, 400 et 450 $. Avec 64, 256 et 512 Go de SSD respectivement. Est, encore une fois, hyper accessible pour une machine de ce type. Ce qui est imbattable, littéralement imbattable, effectivement. Alors attention, là on parle vraiment de Steam Deck non OLED première gène. Oui, l'ancienne génération, et ça fait mal de dire ancienne. C'est ça, c'est l'ancienne génération, effectivement. On va dire ça comme ça. Donc on constate quand même de nettes réductions de prix pour tous. Hein. Attention, c'est quand même super intéressant parce que la version de 256 Go est à 400 $ au lieu de 530 avant. Donc c'est quand même nettement mieux. Mais c'est pas OLED. Pour avoir l'OLED, il faut débourser 550 $. Voilà, et c'est à ce prix-là que vous avez la nouvelle version avec tous les bonus. Et 512 Go de SSD. Donc ça reste quand même la machine haut de gamme. Mais elle est moins chère que l'ancienne version à 512 Go qui coûtait 650 $. Donc sur ce segment, sur le segment du haut de gamme, là, pour les Steam Deck, on a bien mieux pour moins cher. Donc tout est cool. Alors ces révisions font sans doute du Steam Deck d'ailleurs le meilleur PC/console portable disponible. Hein. C'est pas le plus puissant, mais entre l'écran OLED et le fait que la puissance d'un ROG Ally par exemple n'est pas si facilement exploitée dans les faits, et le prix, c'est imbattable. Le Z1, je parle du ROG Ally Z1 non extrême. Hein. Le Z1 non extrême avec 512 Go de SSD, il est à 700 € quand même. Donc voilà. Ouais, 700 €, mais finalement, est-ce que ça fait une si grosse différence que ça par rapport à l'OLED pour quand même plus de puissance et puis on va dire aussi le ROG Ally qui est Windows, donc peut-être moins de contraintes. Windows, c'est vrai que c'est un atout, mais l'écran OLED est absolument magnifique et encore une fois, la ROG Ally est plus puissante, c'est vrai, mais parfois je sais pas trop si ça vaut le coup. Enfin bon, toujours. Elle est un peu plus compacte aussi. Hein. Je sais que certains sont sensibles à l'argument de la compacité du ROG Ally, alors que la Steam Deck est un peu plus. Enfin, les poignées rendent ça un petit peu plus. C'est exactement la même. Elle est aussi mastoc. Par contre, ça pour le coup, c'est vraiment la même chose. On change pas le. Non, on change pas du tout le châssis. Mais bon, c'est vrai que un superbe écran OLED à 550, ça se défend par rapport à une ROG Ally. On peut dire que ça revient dans le jeu. Et puis le ticket d'entrée est à 350 $, ce qui en fait effectivement un truc, assez compétitif, quoi. Donc c'est une très bonne évolution, c'est un bon produit, hein. Ce qui est assez marrant, mais ça montre aussi à quel point Valve s'investit sur le marché des consoles portables quand même, parce que voilà, il a vraiment travaillé sa copie, quoi. C'est pas juste on fout une truc OLED et puis on revient, puis voilà. Non, ça, c'est marrant, et puis bon, ça me frappe un peu parce qu'il faut quand même se souvenir qu'il y a 10 ans, peut-être un peu plus maintenant, 13-15 ans, on disait que les consoles portables étaient mortes. Moi, je me souviens quand la Vita est sortie, on a dit, la Vita, elle va crever parce que de toute façon, il n'y a plus de marché, le smartphone va tout bouffer. C'est fini. Regarde, 10 ans plus tard, la console qui cartonne le plus, c'est les portables. C'est la Switch. Hein. Il y a un nouveau marché basé carrément sur le PC portable qui s'est créé et qui cartonne. Et il sort tous les mois un nouveau rival du Steam Deck. Voilà, le Steam Deck a créé un nouveau marché, puis il y a un nouveau rival, alors c'est GPD, c'est Asus, c'est d'autres, bon voilà. Je parle même pas des consoles Android aussi, puis des consoles de streaming, façon PlayStation Portal. PlayStation Portal d'ailleurs, qui est sorti, qui a été testé, et qu'on va pas en dire des masses de trucs, parce qu'en fait il n'y a rien à en dire du tout. Hein. Le PlayStation Portal, c'est vraiment un écran avec collé sur les oreilles 2 morceaux de trucs, et puis c'est vraiment tout. Le truc ne sait rien faire d'autre que du streaming, donc voilà, ça a un intérêt assez limité, ça coûte 200 balles, bon, c'est à vous de voir, mais il n'y a pas grand chose de plus à en dire.
Ça marche bien, ça dit, mais bon, voilà, oui, fonctionnellement... Dernière chose peut-être à dire quand même, un Steam Deck, si j'ai bien compris, les modèles de 64 et 512 Go LCD continuent à être commercialisés dans la limite des stocks dispo. Donc en gros, ce point d'entrée à 369 € pour avoir la 64 Go LCD, c'est dans la limite des stocks dispo. Et si en fait dans une situation où ils auront écoulé les stocks de ceux qui ne voudront pas continuer à produire, ce sera 419 € la 256 Go LCD. Comme étant l'entrée de gamme dans la gamme. Cela dit, on va pas se mentir, 350 $, pardon, c'est très bien, mais c'est vrai que 64 gigaoctets, bon. Ouais, c'est un peu léger. Voilà, il faut vraiment racheter une grosse carte SD, c'est quand même nettement plus lent. Bon, on est d'accord. Après, il y a des concessions à faire à 350. Effectivement. C'est la confirmation en tout cas, alors une double confirmation, c'est que c'est un segment de produit qui intéresse les joueurs et qui a son public désormais, ça c'est définitivement confirmé, et a priori dans les discours évidemment de Valve, et on les voit mal contrevenir à ce propos-là, un Steam Deck deuxième version ne devrait peut-être pas arriver de sitôt, donc c'est peut-être le moment pour vous de sauter sur l'occasion. On termine cette rubrique jeux vidéo, Guillaume, avec, on pourrait continuer à parler de Steam, mais tu voudrais nous faire une petite parenthèse juste avant avec le jeu vidéo version future, quoi. Ouais, alors c'est un truc que j'ai vu passer qui m'a vraiment frappé. Et si la VR, c'était dans ta tête, hein. Alors je sais pas si toi, t'as déjà eu des rêves lucides. Non, mais alors par contre, je m'étais beaucoup documenté sur ce sujet. J'aurais beaucoup aimé arriver à expérimenter ce sujet. J'ai une petite parenthèse pour dire que c'est Fabien Olicard qui est entre autres youtubeur, mentaliste, etc., qui parle beaucoup de ce sujet. A priori, c'est vraiment une discipline à laquelle on peut se prêter. Peut-être que toi, Guillaume, tu t'es prêté à l'exercice et que tu as adopté certaines pratiques. Il n'y a pas besoin d'un casque VR pour le faire, hein. C'est vraiment une pratique d'endormissement qui favorise ça. Et en gros, la promesse, hein, c'est que vous soyez acteur de votre rêve à la fois dans ce qui le contient et dans ce que vous décidez dedans. Donc évidemment, moi, ça me vend du rêve, Guillaume. Littéralement. Mais c'est un vieux truc, en fait. Hein. Dans les années 90, déjà, j'en entendais parler. Oui, c'est vrai, c'est simple. Hein. Tu rêves et tu le sais. Donc tu peux t'amuser. Hein. Tu sais que tout ça est faux, que tu risques rien et que tu peux invoquer ce que tu veux. Donc c'est assez courant, en réalité. Il y a beaucoup de gens qui en font de temps en temps l'expérience, même accidentellement, quoi. Le truc, c'est quand même que c'est assez rare que ça arrive spontanément. T'en as déjà fait, toi ? Ouais, je crois que ça m'est arrivé une fois ou deux, mais le problème, c'est qu'à chaque fois que ça m'est arrivé, je me suis réveillé très très vite après. Donc je suis pas resté très longtemps, il me semble. Bon, oui, je crois que ça m'est arrivé une ou deux fois. Mais bon, c'est pas évident, voilà. Et ce qu'on aimerait, évidemment, c'est pouvoir le provoquer, forcément. Alors, il existe des techniques pour les favoriser. Alors, je suis pas au courant de ce que tu dis, voilà, Fabien, mais par contre, en 2014, on a repéré qu'une stimulation électrique bien dosée dans une certaine gamme de fréquences pendant le sommeil paradoxal pouvait les induire. Un petit coup de jus au bon moment, quoi. C'est exactement ça. Vous inquiétez pas, ça va se passer. Fort de ça, bien sûr, y en a qui se sont dit qu'ils pourraient instantanément ringardiser tous les futurs Oculus Quest avec un appareil que tu portes sur la tronche la nuit. Et cet appareil, il va s'appeler le Halo. Donc le Halo, ça utiliserait des ultrasons transcrâniens pour faire pareil. Ou mieux, hein, même, voilà, c'est que la stimulation électrique. C'est prophétique, la boîte qui essaye de nous faire une espèce de Total Recall en vrai, parce que c'est Total Recall, hein, on est vraiment là-dedans. Et c'est ce qu'on appelle de la neuromodulation ultrasonique. Franchement, est-ce que c'est pas un nom de top classe, hein, pour un truc trop de science-fiction, la neuromodulation ultrasonique? Hein. Alors précisément, c'est même de la neuromodulation ultrasonique transcrânienne, et ça a plusieurs avantages. Bon, déjà, c'est pas invasif, et on peut moduler le cerveau en haute résolution et en 3D, et c'est réversible. Oh, c'est cool ça, j'aime bien, moi je préfère quand c'est réversible. Donc, en plus, on pourrait même moduler les émotions avec. Il y a des études de 2019 et 2020 qui envisagent même un usage pour l'anxiété et la dépression. Bon, et en fait, on ne sait pas trop pour le moment si les ultrasons pourraient vraiment à ce point induire de manière fiable des rêves lucides. C'est pour ça que les gars de chez Prophétique, ils vont commencer par faire des études, des mesures, des modèles, pour voir si ça colle. Donc ils sont assez confiants, et si ça marche comme prévu, Bell et Halo pourraient être prêts pour 2025, donc on pourrait alors le mettre avant de dormir. Et pendant le sommeil paradoxal, il y a des signaux qui pourraient nous mettre en état de réaliser ce qu'on est dans un rêve, et à partir de là, évidemment, c'est open bar, quoi. Donc le truc pourrait même influer mieux encore, hein, en théorie, sur la tonalité du rêve. Donc pour réduire les émotions négatives, par exemple, en ciblant l'amygdale. L'amygdale, c'est assez profond dans le cerveau, mais les ultrasons pourraient y parvenir. Bon, comme ils disent, les développements technologiques récents suggèrent qu'un contrôle de haut niveau du contenu onirique est de l'ordre du possible à moyen terme. Ça laisse rêveur, littéralement.
Donc en 2025 ou 2026, va savoir, imagine, si tu peux vivre tes rêves, littéralement, ce serait quand même délire. Écoute, surtout que dans un monde où on aura probablement une 3e guerre mondiale, une crise climatique, où Trump vient de revenir à la Maison Blanche, moi je serais pas contre un petit coup d'ultrason là, contre l'anxiété, je pense que ça va m'aider. Tu supporterais une petite décharge au bon moment. Merci Guillaume. On revient sur Steam qui propose une évolution. Alors, est-ce que cette évolution sera sur le Steam Deck ? J'ai tendance à penser que oui, mais... Non, mais c'est rigolo. C'est juste un tout petit truc rigolo. Apparemment, sur Steam, bientôt, il y aura une fonction pour rendre personnel, privé, certains jeux que tu veux pas qui soient apparents dans ta bibliothèque. Mais pourquoi donc est-ce qu'on voudrait pas les rendre apparents ? Je me demande effectivement pourquoi est-ce que tu voudrais pas que certains jeux apparaissent comme ça dans ta bibliothèque, dans l'ordre alphabétique. Oui, évidemment, il y a énormément de jeux porno sur Steam et on imagine bien quelles seront les premières applications de ce truc-là. À moins que t'assumes pas de jouer à certains trucs, un petit peu particuliers. Je sais pas. Bien sûr, on verra. Merci. Et un dernier mot avec... tu avais déjà parlé, je crois, de Cities Skyline, qui est un espèce de SimCity-like qui était assez convaincant. Je crois que tu l'avais pas mal encensé, le premier du nom. Il y a le 2 qui est sorti. Et alors, à chaque fois que je vois passer une info au sujet de Cities Skyline 2, ça bouffe de la ressource un max, Guillaume. Oui, alors Skyline le premier, donc moi je l'ai fait sur Switch, il est très cool, c'est un digne successeur des SimCity. Le 2, il a l'air très cool aussi, il est très beau, tout ce que tu veux. Le problème, c'est qu'il est optimisé avec le cul. En fait, il est pas optimisé du tout. Je pense que les gens, ils ont pas compris le concept du jeu vidéo parce que ils ont quand même un jeu où tu peux faire un zoom énorme. Tu sais, tu peux avoir une vision quasi satellite de ta ville et tu peux zoomer au niveau du pingouin qui traverse la route avec son chien. Quoi. Bon. Le problème, c'est que il y a pas de niveau de détail. C'est-à-dire que le jeu affiche tous les détails à tout moment. Il projette des ombres sur la totalité des objets à tout moment, et il calcule des objets que tu ne vois pas. C'est-à-dire que, par exemple, le truc qui a marqué, c'est que le jeu, en fait, prend en compte les dents des personnages que tu ne vois jamais. Puisque tu peux pas, ils ouvrent pas la bouche. Chaque personnage a des dents. C'est fabuleux. 6000 Je comprends pas le choix du développeur. 6000 vertex, l'intérieur de la bouche est simulé, 6000 vertex pour que dalle. Il y a aucune notion de complexité du truc, c'est-à-dire qu'à n'importe quel moment, tous les objets sont inutilement compliqués. Que tu sois très loin ou très proche, tout est inutilement compliqué. Il y a une pile de bois qui fait 100 000 points, et qui est rendue, s'il y a cette pile de bois, et puis voilà, que tu la vois, que tu la vois pas, elle est là. Ça n'a aucun sens. Ce truc n'a absolument aucun sens. Ce qui s'est passé, c'est que les mecs, ils ont pris des assets de chez je sais pas, des magasins Unity, ils les ont posés direct, ils se sont pas posés de questions, rien à foutre, quoi. Genre, c'est vraiment, là, on va mettre une pile de bois, on prend la pile de bois, on met la pile de bois, on met un mec, rien à foutre. Et du coup, oui, avec une 3080, ça rame. Donc c'est un scandale. Je comprends pas le choix d'avoir été jusqu'à modéliser les dents. Peut-être qu'il y a. Mais ils ont pas modélisé, je te dis. Ils ont vraiment pris les assets. Ils ont même pas. Ils ont pas trié, pas optimisé, que dalle. C'est vraiment. On prend tout, même les dents. C'est des trucs de malpropre, franchement. Excellent. Bon, allez, merci beaucoup, Guillaume, pour ta revue de l'actualité des nouvelles technologies en cette semaine. J'espère que vous avez passé un bon moment. Vous avez normalement l'essentiel de l'info pour les nouvelles technologies, mais il y a encore des choses à dire si vous voulez aller plus loin. Et pour ce faire, il faudrait que vous vous abonniez, si c'est pas déjà fait, à Tech Café sur votre app de podcast ou que vous alliez sur techcafé.fr pour savoir d'ailleurs comment vous abonner. Et vous recevrez en fin de semaine un épisode supplément dans lequel on va aller un petit peu plus loin. On va revoir des sujets peut-être moins incontournables, mais tout aussi captivants, qui auront été sélectionnés par Guillaume Poggiaspala. En attendant, je compte sur vous pour aller jeter un coup d'œil sur patreon.com/techcafé et envisager de nous soutenir financièrement. Vous savez à quel point c'est hyper précieux pour nous de savoir qu'on a ce confort de vous apporter l'émission sans se poser de questions, et c'est quelque part même une obligation pour nous de vous livrer Tech Café semaine après semaine, quoi qu'il en coûte, quel que soit notre état de santé. On ira braver les plus grandes difficultés pour vous. Merci donc beaucoup pour votre fidélité et d'envisager ce soutien. Et puis, vous le savez maintenant, vous pouvez nous retrouver à titre individuel. Guillaume, où est-ce qu'on peut te retrouver ? Moi, on va me retrouver sur Steam pour chercher des jeux. Des jeux en solde. Voilà, des jeux en solde. Oui, mais que tu masqueras dans ta bibliothèque. C'est Black Friday, là, alors les jeux en solde.
Il faut en profiter. Merci Guillaume, je suis Guillaume Vendée. Vous me retrouvez sur guillaumevendée.fr et un peu partout sur les réseaux sociaux. C'est guillaumevendée.fr aussi sur Blue Sky. J'en profite d'ailleurs pour dire que j'ai des codes pour Blue Sky si jamais certains d'entre vous recherchent à accéder au réseau social du ciel bleu, alternative à Twitter. Rendez-vous sur le serveur Discord, techcafé.fr/Discord. Allez, merci beaucoup pour votre fidélité. Rendez-vous dans quelques jours pour un prochain épisode. Ciao à toutes et à tous. Ciao à tous.